Et si en quelques clics, la France se retrouvait à la croisée d'un basculement politique majeur? Un référendum sur l'immigration, poussé par une pétition qui a réuni en quelques jours plusieurs centaines de milliers de signatures. En moins de 48 heures, l'appel lancé par Philippe de Villiers a frôlé le demi-million de soutiens, et l'instabilité du pays, les peurs et les colères, se retrouvent retranscrites en signatures numériques. Reste la promesse que je vous fais maintenant. À la fin de cette vidéo, je vous dirai qui gagne réellement si cette pétition continue sa course, et surtout, ce que ça changera concrètement pour votre travail, votre quartier et votre quotidien. Écoutez, imaginez un soir de rentrée politique. Sur vos écrans, un visage familier, Philippe de Villiers, lance un message simple et secoué d'adrénaline. Sauvons la France, exigeons un référendum sur l'immigration. Le texte est mis en ligne, partagé sur X, sur CNews, repris par des radios locales. En 2 jours, la mécanique s'emballe et des centaines de milliers de personnes signent. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement un vote symbolique, c'est la traduction d'une anxiété diffusée depuis des mois sur la question de l'insécurité, de la coexistence culturelle, des services publics saturés. Ce phénomène n'est pas isolé, il s'inscrit dans un terreau d'opinion qui, selon un sondage récent, voit désormais une majorité de Français établir un lien entre immigration et insécurité. Pour comprendre ce qui se joue, il faut remonter un peu le fil. Philippe de Villiers n'est pas un inconnu du grand public. Fondateur du Puy du Fou, ancien ministre et voix récurrente sur des plateaux d'opinion, il publie cet automne un livre intitulé Populicide et il arrive à ce moment précis pour pousser un nouveau narratif. L'idée que la France vit un changement de peuplement et que seules des décisions radicales peuvent y répondre. Sa pétition, disponible sur référendum-immigration.com, n'est pas un simple appel citoyen. Elle est conçue comme un instrument de pression politique, une façon de forcer l'agenda du pouvoir et de remettre la question migratoire au centre des priorités nationales. Maintenant le problème, et il est double. D'un côté, il y a la réalité politique et juridique. Signer une pétition en ligne attire l'attention, mais ne suffit pas à déclencher un référendum automatique. En France, la voie du référendum d'initiative partagée, le RIP, existe, mais elle est verrouillée. Il faut le soutien d'un 1/5 des parlementaires, soit 185 élus, et l'appui d'environ 10% du corps électoral, plusieurs millions de soutiens, pour que la machine institutionnelle se mette en branle. En clair, 1 million de signatures numériques, aussi spectaculaires que cela soit, ne transforment pas immédiatement une pétition en consultation nationale. Le seuil et la mécanique procédurale restent des barrières réelles. D'un autre côté, le second problème est social et émotionnel. La montée d'un sentiment majoritaire, ou largement partagé, selon lequel l'immigration est associée à un affaiblissement de la sécurité et des services publics. Les sondages récents montrent que plus de 70% des Français estiment qu'il existe un lien entre immigration et insécurité. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est une clé pour comprendre pourquoi une pétition peut, en l'espace de jours, mobiliser tant de monde. Elle canalise une angoisse diffuse, chômage, logement, écoles surchargées, délinquance, en une action concrète, la signature. Explorons maintenant les coulisses, sans nous contenter des communiqués. Première coulisse, l'écosystème médiatique. Philippe de Villiers sait parler à une audience précise, celle qui suit CNews, certains éditoriaux du dimanche et les réseaux sociaux de droite conservatrice. Son calendrier n'est pas anodin. La sortie prochaine de son livre crée une fenêtre médiatique idéale et la pétition fonctionne comme un amplificateur pour transformer des paroles en chiffres. Deuxième coulisse, les relais locaux. Europe 1 a recueilli des témoignages en Occitanie, souvent des personnes âgées, des habitants de zones périurbaines ou rurales, des commerçants inquiets qui expliquent pourquoi elles signent. Ces voix racontent une peur concrète et quotidienne et elles donnent à la pétition une légitimité populaire perçue. Troisième coulisse, le terrain politique. Les partis de droite et d'extrême droite observent et calculent. Une pétition qui grimpe offre un levier électoral. Elle permet de définir l'agenda public, de forcer les adversaires à répondre et de créer des clivages avant les échéances nationales. Pour la majorité présidentielle, c'est un défi. Ignorer l'appel risque d'aggraver le ressentiment. Répondre ouvertement pourrait rassurer une partie de l'opinion, mais aussi légitimer le cadrage polémique de l'immigration. Résultat, une situation où chaque camp pèse son mot en coulisses, parlementaires approchés, entretiens avec ministères, briefing de com, pour décider d'une stratégie à adopter face à la vague de signatures. Quatrième coulisse, et la plus dangereuse, la simplification du débat. La transformation d'un sujet complexe, flux migratoires, droit d'asile, besoin de main-d'œuvre, intégration, en une question binaire de référendum nourrit la polarisation. Dans la pratique, un vote populaire sur l'immigration risque de mêler des sujets distincts. Contrôle des frontières, droit d'asile, accès aux prestations sociales, quotas, régularisation. Les campagnes référendaires ont tendance à gommer les nuances et les conséquences concrètes, juridiques, humaines, économiques, sont souvent éclipsées par les slogans.
C'est là un enjeu majeur. Qui explique aux citoyens ce que chaque option implique réellement sur les titres de séjour, les entreprises qui recrutent des salariés étrangers ou les communes qui gèrent l'hébergement d'urgence? La tension monte et voilà le climax. Imaginez que la pétition atteigne le million de signatures que réclame son initiateur. Que se passe-t-il? D'un point de vue symbolique, l'onde de choc serait énorme. Médias internationaux, débats en continu, pression sur l'Élysée. Mais juridiquement, deux scénarios opposés restent possibles. Soit l'exécutif cède et organise une consultation, cas improbable car le gouvernement garde la main sur l'agenda constitutionnel, soit il refuse, ce qui augmente la colère et peut pousser une partie de l'opinion à chercher des réponses électorales, en d'autres termes, renforcer les partis qui promettent des mesures plus strictes. Et dans les coulisses, pendant que le public s'échauffe, des tractations se déroulent, lobbying parlementaire pour trouver 185 signatures, consultation juridique sur la formulation d'un référendum qui tienne devant le Conseil constitutionnel, calcul stratégique pour savoir si tel référendum pourrait légalement passer. Rappelons que l'expérience récente montre la difficulté d'atteindre de tels seuils. Le RIP n'a qu'exceptionnellement abouti. Alors, et ça change quoi pour moi, citoyen? Voici les impacts concrets, sans langue de bois. Si le débat s'envenime et qu'un référendum ou une campagne similaire s'intensifie, 3 effets tangibles peuvent toucher votre quotidien. Sur l'emploi, certaines filières, agriculture, BTP, santé, services, comptent sur des travailleurs étrangers pour combler des postes en tension. Un durcissement automatique des règles migratoires, sans politique d'attractivité, pourrait créer des pénuries dans ces secteurs, allonger les délais pour des chantiers ou la prise en charge de des patients et faire grimper les coûts. Sur la sécurité et la justice, un discours axé sur l'insécurité peut aboutir à des lois plus répressives, durcissement des expulsions, renforcement des contrôles, ce qui affecte le travail des forces de l'ordre, des avocats et des associations d'aide aux migrants. Cela transforme aussi le climat dans les quartiers où vivent des populations fragilisées. Sur la vie locale, les communes qui accueillent des centres d'hébergement, écoles, services sociaux seront sous pression. Un basculement politique peut modifier les financements, les priorités d'accueil ou d'expulsion, et donc la gestion de l'espace public, la propreté, le stationnement, l'accès aux soins. Autant de sujets qui touchent le quotidien des habitants. Ces conséquences ne sont pas des hypothèses abstraites, elles sont discutées dès aujourd'hui dans les cabinets ministériels, dans les fédérations patronales et dans les associations qui gèrent l'accueil. Maintenant le dernier volet que je vous avais promis. Qui gagne vraiment? 3 gagnants potentiels émergent. Le premier, c'est l'agenda politique. En faisant de l'immigration le sujet numéro 1, la pétition déplace l'attention médiatique et politique, ce qui profite à ceux qui construisent leur force sur ce thème. Le deuxième, ce sont les relais médiatiques et les influenceurs politiques qui voient leurs audiences gonfler et avec elles leur pouvoir de définition du débat. Le troisième gagnant, paradoxalement, peut être l'abstention organisée. Si la réponse institutionnelle paraît insuffisante, le terrain électoral pourrait se reconfigurer en faveur des forces qui promettent des mesures brutales et immédiates. Pour la majorité présidentielle, l'enjeu est simple, répondre sans valider la dramaturgie du débat. Pour l'opposition, l'enjeu est d'exploiter la colère sans franchir certaines lignes constitutionnelles. Avant de conclure, 2 remarques pratiques pour vous qui filmez cette vidéo ou qui la regardez. Si vous voulez rester au centre du débat et non pas être emporté par la vague, vérifiez 3 choses quand vous voyez une pétition explosive. Qui la porte? Ici, un visage médiatique et une équipe de communication. Quels sont les objectifs chiffrés et juridiques? S'agit-il d'une revendication symbolique ou d'une stratégie légale? Et enfin, quelles sont les conséquences opérationnelles, loi, coûts, emploi, d'un succès? Dans ce cas précis, la pétition a un caractère massif et spectaculaire, mais la route institutionnelle vers un référendum est semée d'obstacles. Cela ne la rend pas inoffensive pour autant. Pour conclure, cette pétition n'est pas seulement un signal numérique, c'est un révélateur d'émotions, de peur et de stratégie politique. Elle met en lumière un fossé entre une France qui veut être entendue et des institutions qui restent techniquement complexes à saisir pour le citoyen. Elle crée une accélération de la parole publique et comme toute accélération, elle ouvre des fenêtres d'opportunités et des risques. À vous de juger, voulez-vous qu'une question aussi vaste soit traitée sous la forme d'un oui ou non national, ou préférez-vous des débats circonstanciés, sectoriels, avec experts, syndicats, employeurs et associations autour d'objectifs clairs et chiffrés? Si cette histoire vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. On suivra l'évolution des signatures, les réactions des appareils politiques et surtout, on ira dans les régions pour interroger ceux qui signent et ceux qui subissent déjà les conséquences. Commentez, avez-vous signé? Pourquoi ou pourquoi pas? Partagez la vidéo pour que le débat se fasse aussi loin que possible, mais toujours avec des faits. Et si vous voulez que je creuse un angle précis, juridique, économique ou humain, dites-le dans les commentaires et je pars sur le terrain. Don't forget to like, comment and subscribe.